Nous avons entendu le premier grondement des obus un matin d'hiver, comme un présage de ce qui allait suivre. Au début, il y avait de l'incertitude, de l'inquiétude, mais rien ne laissait encore présager le blocus qui nous isolerait du reste du monde. Les informations étaient floues, les rumeurs de guerre s'amplifiaient, les jours se sont allongés, l'électricité a commencé à manquer, les magasins ont été pris d'assaut pour le moindre produit, et la panique s'est installée. Bientôt, la réalité s'est imposée, les routes étaient bloquées, les ponts dynamités, plus rien ni personne ne pouvait entrer ou sortir de la ville. Les autorités ont annoncé le rationnement des ressources, et chaque famille a dû s'inscrire pour obtenir des tickets de nourriture. Les queues étaient interminables, je me rappelle de ces visages fatigués, les yeux enfoncés dans leurs orbites, les mains tremblantes à force d'attendre dans le froid glacial. Il y avait cette étrange transformation qui se produisait en moi, je me surpris à faire des calculs obsessifs sur le nombre de calories que je consommais. Une fine tranche de pain ici, une cuillère de soupe diluée là-bas, et pourtant, je me sentais de plus en plus faible chaque jour. La peur de manquer de nourriture accaparait mes pensées. Je vivais dans une angoisse permanente, et chaque bruit de camion dans la rue faisait battre mon cœur plus fort. Les gens commençaient à perdre patience. Lorsqu'une cargaison de farine arriva, une émeute éclata. J'étais là, coincé dans la foule, poussant et étant poussé. J'ai vu les premiers coups être échangés, les cris de colère se mêler aux pleurs des enfants. Quelqu'un attrapa mon sac, me bousculant au passage. J'ai failli tomber, mais ce n'était pas l'humiliation ou la douleur qui me blessait le plus, c'était la prise de conscience que la faim nous rendait tous fous. Quelques semaines après le début du siège, l'eau a commencé à avoir une odeur étrange. L'information s'est répandue comme une traînée de poudre, les canalisations avaient été sabotées. Une rumeur disait que des produits chimiques toxiques avaient été introduits dans le réseau d'approvisionnement, et les gens tombaient malades. Les files d'attente aux hôpitaux devenaient insoutenables, et nous devions bouillir chaque goutte d'eau avant de la boire. Les enfants semblaient les plus vulnérables. Dans mon immeuble, la petite Anna, 6 ans à peine, a été emportée par une diarrhée féroce. Sa mère, livide, la serrait contre elle, répétant son prénom comme une litanie. Je me suis détourné pour ne pas croiser leurs regards, honteux de ne rien pouvoir faire. La maladie rôdait, tapie dans les ombres, prête à s'emparer de ceux qui étaient déjà affaiblis. Peu de temps après, des pillards ont fait irruption dans la seule pharmacie encore approvisionnée du quartier. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, laissant derrière eux des étagères vides et des vitres brisées. Les rares médicaments étaient désormais réservés à ceux qui pouvaient payer le prix fort au marché noir. L'atmosphère devenait irrespirable, et il suffisait d'une toux suspecte pour que tout le monde s'écarte de vous, de peur de contracter quelque maladie incurable. Je me souviens du vieil homme au bout de la rue, ses mains tremblantes à force de chercher de l'aspirine pour sa femme alitée. Il venait frapper à chaque porte, mais personne n'avait rien à lui donner. Un soir, j'ai entendu son cri de désespoir résonner jusque dans ma chambre. Il avait trouvé sa femme morte dans son lit. Les gens tentaient de s'échapper de la ville la nuit, en franchissant les lignes ennemies. Ils revenaient rarement. Parfois, nous entendions des tirs lointains, et on savait alors qu'un autre groupe avait été intercepté. J'ai vu 2 jeunes hommes du quartier partir un soir, avec l'air de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont jamais reparu. Personne n'osait dire ce que nous savions tous, ils avaient probablement été abattus ou capturés. Pourtant, il restait ce désir fou de fuir. Moi aussi, je l'ai ressenti. J'ai longtemps contemplé les barrières au loin, ces barrières qui semblaient marquer la frontière entre l'enfer et une possible rédemption. Mais la peur m'a retenu. Je ne savais pas ce qui m'effrayait le plus, mourir là-bas ou continuer à vivre ici. La faim faisait perdre la raison à certains. Des voisins chassaient les rats. J'ai observé ces scènes avec une sorte de fascination morbide, incapable de croire que nous en étions arrivés là. Un jour, j'ai vu un adolescent courir après un chat famélique, une pierre à la main. Lorsque l'animal a disparu dans une ruelle sombre, l'expression de rage et de désespoir sur son visage était inoubliable. Puis j'ai moi-même pris un piège à rat. Je l'ai placé dans un recoin sombre de ma cave. Le lendemain, j'avais attrapé ma première proie. La cuisiner fut un acte contre nature, et pourtant, ce fut la première fois en des semaines que je sentis un semblant de force revenir dans mes membres. L'hiver est venu, et avec lui, le typhus. Les maisons fermées, les rues désertes, les fenêtres barricadées. La ville était devenue une prison sans gardien. Les gens qui tombaient malades étaient mis en quarantaine, et leurs maisons marquées d'une croix rouge. Chaque jour, j'assistais à ce macabre défilé d'ambulances emportant des corps enveloppés dans des sacs. J'ai moi-même ressenti la fièvre s'installer un matin, mon corps grelottant malgré le feu de fortune allumé dans mon salon. J'ai lutté contre elle, sachant que céder serait mourir. Les journées se sont confondues en un interminable cauchemar, et chaque fois que je rouvrais les yeux, j'étais surpris d'être encore vivant.
Une rumeur circulait à propos d'une cache de nourriture. On disait qu'un entrepôt abandonné regorgeait de vivres, cachés avant le début du siège. Désespéré, je me joignis à un groupe pour essayer d'en récupérer une partie. Lorsque nous sommes arrivés, un autre groupe armé avait eu la même idée. La confrontation fut brutale et sanglante. Les coups de feu résonnèrent dans l'entrepôt vide, et je vis des gens tomber, fauchés par les balles. Je me cachais derrière une caisse, la respiration haletante, priant pour que le carnage cesse. Lorsque le silence revint, je sortis de ma cachette pour constater l'horreur devant moi. Les corps gisaient sur le sol, inertes, leurs visages figés dans une expression de terreur ou de rage. L'entrepôt, qui semblait une promesse de survie, était devenu une scène de carnage. Les caisses de nourriture, éventrées par les balles, laissaient s'échapper des grains de riz mêlés à des flaques de sang. Il ne restait presque rien d'utilisable. J'ai ramassé une poignée de conserves et je me suis enfui avant que d'autres n'arrivent. En regagnant ma cachette, je ressentais à la fois un soulagement d'avoir trouvé quelque chose et une profonde culpabilité d'avoir assisté à ce massacre sans rien faire. La réalité était brutale, même ceux qui devaient être nos alliés étaient prêts à nous tuer pour un morceau de pain. Les jours suivants, les bombardements ennemis s'intensifièrent. Un matin, j'ai entendu un grondement sourd suivi d'un fracas terrifiant. En sortant dans la rue, je vis un immeuble voisin s'effondrer dans un nuage de poussière. Des cris résonnaient depuis les décombres, les survivants appelant à l'aide. Je me suis précipité pour aider, avec d'autres habitants, à déblayer les gravats à main nue, espérant sortir les familles piégées. Chaque pierre soulevée dévoilait des scènes de désespoir, des bras tendus, des visages couverts de poussière et de sang, des pleurs étouffés sous les débris. Nous avons travaillé jusqu'à l'épuisement, sortant des survivants et des corps sans vie. Une femme que nous avons dégagée serrait toujours la main de son enfant, mais celui-ci était déjà parti. Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne nous restait plus que notre humanité pour résister. Malgré tout, il restait encore un souffle d'espoir. Dans un quartier voisin, des habitants s'étaient organisés pour partager leurs maigres ressources. Une soupe populaire clandestine avait été mise en place, utilisant les rares ingrédients disponibles pour préparer une sorte de bouillon insipide mais chaud. J'y allais régulièrement, plus pour le réconfort de voir d'autres visages humains que pour la nourriture elle-même. Ces instants de solidarité étaient notre refuge. Les gens échangeaient des histoires, parfois en chuchotant des prières, d'autres fois en se promettant qu'ils sortiraient vivants de cet enfer. C'était dans ces moments que j'ai ressenti l'importance de ne pas se laisser déshumaniser, de résister non seulement contre l'ennemi extérieur, mais contre le monstre que la faim faisait naître en chacun de nous. Puis vint le jour où un enfant mourut de malnutrition dans notre quartier. Son corps frêle avait été enveloppé dans une couverture usée, et on l'avait déposé devant la porte de sa maison. Les voisins s'étaient rassemblés en silence, chacun luttant pour contenir sa tristesse. Les pleurs de sa mère se faisaient entendre jusque dans les étages supérieurs. La mort de cet enfant nous toucha profondément, ravivant en chacun de nous la peur d'être le prochain à succomber. Ce fut un point de bascule. Les gens étaient partagés entre l'envie de céder à la colère et celle de se laisser emporter par le désespoir. Certains parlèrent de se révolter contre les autorités qui continuaient à imposer des rationnements de plus en plus stricts, tandis que d'autres, épuisés, semblaient simplement accepter leur sort. Le marché noir prospérait malgré tout. Ceux qui avaient des relations ou de l'argent pouvaient encore se procurer des vivres à des prix exorbitants. J'ai vu des gens troquer leurs biens les plus précieux, leurs bijoux de famille, et même leurs vêtements pour un peu de nourriture. Les trafiquants s'enrichissaient sur le dos de notre misère, et les autorités tentaient de les réprimer sans grand succès. Un jour, j'ai moi-même dû céder un objet auquel je tenais, un vieil album de photos, pour obtenir un morceau de pain et un peu de viande douteuse. Ce fut comme vendre une part de mon âme, mais la faim ne permettait pas de s'attacher à des souvenirs. La survie était devenue une course effrénée où la dignité n'avait plus sa place. Certains résistaient différemment, en prenant les armes et en organisant des sorties audacieuses hors des lignes ennemies pour ramener des vivres. J'ai rejoint un groupe de résistants pour une telle mission, convaincu que rester inactif me mènerait à une mort certaine. Nous avons traversé les égouts de la ville et rampé sous le couvert de la nuit jusqu'à un village voisin. Les nerfs tendus à l'extrême, nous nous sommes glissés dans un entrepôt rempli de provisions. Nous avons rempli nos sacs autant que nous le pouvions avant de rebrousser chemin. Mais le retour fut encore plus périlleux, des tirs éclatèrent dans l'obscurité. Les balles sifflaient autour de nous, et plusieurs des nôtres tombèrent. Nous avons réussi à rentrer, mais le poids de cette réussite était écrasant. Les pertes étaient lourdes, et même les vivres rapportés semblaient insuffisantes. L'hiver s'intensifiait lorsque le quartier voisin fut ravagé par un incendie. Il avait démarré dans une vieille bâtisse, peut-être à cause d'un poêle mal éteint ou d'une étincelle accidentelle.
Les flammes se sont propagées rapidement, dévorant tout sur leur passage. Les pompiers, épuisés et manquant de moyens, luttaient avec des seaux d'eau glacée, mais le feu ne s'arrêtait pas. Les habitants fuyaient, abandonnant ce qu'il leur restait. L'odeur de bois brûlé, de plastique fondu et de chair rôtie emplissait l'air, et les cendres retombaient comme une neige sinistre sur la ville. J'ai vu des familles fuir sans rien, pleurant ce qu'elles laissaient derrière elles. Nous étions pris dans un tourbillon de souffrances sans fin, où chaque jour apportait son lot de tragédies. Les autorités, dans un effort désespéré pour contenir le chaos, ont commencé à utiliser la terreur comme moyen de contrôle. Un trafiquant de nourriture, capturé avec des réserves cachées, fut exécuté publiquement sur la place centrale. On disait qu'il avait détourné des rations pour les vendre à des prix exorbitants, mais l'exécution choqua autant qu'elle divisa. Certains voyaient cela comme une justice nécessaire, d'autres comme un acte de barbarie. Je n'oublierai jamais ce moment, le visage de l'homme avant qu'il ne soit abattu, ses yeux cherchant dans la foule un dernier regard de compassion. Nous avions tous sombré dans une forme de folie, où les valeurs humaines semblaient s'évanouir dans le tumulte de la survie. L'hiver atteignait son paroxysme, et les températures glaciales aggravaient nos souffrances. Les réserves de chauffage étaient épuisées, et la morsure du froid s'ajoutait à celle de la faim. C'est à ce moment-là qu'un événement a secoué notre quartier. Un enfant avait été enlevé, et ses ravisseurs exigeaient une grande quantité de vivres en échange de sa libération. La famille de l'enfant était démunie, tout comme nous tous. Les voisins se sont rassemblés pour aider, offrant ce qu'ils pouvaient. Un peu de pain dur, quelques boîtes de conserve, des vêtements chauds. Mais même en mettant tout cela ensemble, la rançon restait inatteignable. Les parents de l'enfant erraient comme des fantômes, le regard vide, dévorés par la culpabilité et le désespoir. La vie avait perdu toute valeur, même celle des plus innocents. Cet acte d'une cruauté indicible n'était pas seulement une preuve supplémentaire de la déshumanisation qui nous entourait, mais aussi une illustration désespérée de ce que la famine pouvait pousser à faire. Les ravisseurs étaient des habitants de la ville eux-mêmes, des personnes qui, en d'autres temps, auraient pu être nos voisins ou nos amis. Maintenant, le besoin de survivre transformait même les âmes les plus autrefois compatissantes en prédateurs impitoyables. Lorsque l'hiver s'installa vraiment, le froid sembla s'insinuer dans chaque fissure, chaque recoin de la ville. Les bâtiments étaient devenus des blocs de glace, et l'air semblait figé. Les rares cheminées d'où s'échappait encore un mince filet de fumée étaient les seules traces de vie qui subsistaient. À ce stade, beaucoup d'entre nous passaient la majeure partie de la journée à l'intérieur, enroulés dans des couvertures et des lambeaux de vêtements, se battant pour ne pas s'endormir, de peur de ne jamais se réveiller. La famine et le froid se combinaient pour frapper encore plus fort. On découvrait de plus en plus de corps dans les rues, des victimes du gel, de la faim ou de la maladie. Personne ne venait les chercher. Le simple fait de s'aventurer dehors représentait un risque, et les quelques forces que nous avions encore étaient réservées à notre propre survie. Les cadavres devenaient une partie du décor, des silhouettes silencieuses qui nous rappelaient la fragilité de notre existence. Avec la situation désespérée, le marché noir atteignit son apogée. Il n'était plus question de troquer des objets de valeur, mais la nourriture elle-même devenait un moyen de paiement. Ceux qui en avaient suffisamment pouvaient acheter leur sécurité, leurs soins ou même leur place dans des abris mieux chauffés. La corruption s'était infiltrée jusque dans les rangs de ceux qui étaient censés protéger les habitants. J'ai dû céder à la tentation à plusieurs reprises, échanger de la nourriture contre un peu de combustible ou des médicaments pour un ami malade. C'était un jeu cruel, où chaque échange semblait sceller un peu plus notre sort. La misère ne laissait place à aucun triomphe, même lorsque l'on parvenait à se procurer quelque chose d'essentiel. Chaque victoire était teintée de la défaite d'un autre, quelque part dans la ville. Avec les températures glaciales et le manque de ressources, il était de plus en plus fréquent de croiser des cadavres abandonnés dans les rues. Les corps se raidissaient dans le froid, et leurs visages figés semblaient nous fixer avec des yeux vides, comme s'ils nous reprochaient notre impuissance. Ces scènes n'étaient plus rares, et pourtant, à chaque fois, le choc restait intact. Les services funéraires, débordés, ne pouvaient plus suivre. Les fosses communes devinrent la norme, et parfois, les corps n'étaient même pas enterrés correctement. J'ai moi-même aidé à transporter des cadavres à plusieurs reprises, un geste devenu presque machinal, un devoir que l'on accomplissait avec résignation. Ce n'était plus qu'une tâche de plus dans notre lutte quotidienne pour conserver une illusion d'humanité. Enfin, alors que l'espoir semblait définitivement éteint, un bruit sourd secoua la ville. C'était l'assaut final des forces alliées pour briser le siège. Les combats éclatèrent avec une violence inouïe, les détonations résonnant dans les rues désertes. J'entendais les cris, les explosions, les tirs qui résonnaient tout autour. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose se passait, quelque chose d'autre que la lente agonie.
Nous nous sommes retrouvés entraînés dans cette dernière bataille, la rage au ventre, poussés par l'instinct de survie plus que par un quelconque sentiment de gloire. Les habitants participaient à la résistance, utilisant les armes rudimentaires qu'ils avaient fabriquées, et leur dernière force pour repousser l'ennemi. L'affrontement fut acharné, et les pertes furent nombreuses. Les bâtiments tremblaient sous le grondement des tirs, des éclats de verre et des débris s'éparpillant dans les rues. Puis, soudain, tout s'arrêta. Les lignes ennemies se rompirent, et le siège fut levé. Nous étions enfin libres, mais la ville était méconnaissable. Les visages des survivants étaient marqués par l'épreuve, leurs regards éteints par l'horreur de ce qu'ils avaient traversé. Nous étions sortis de ce cauchemar, mais nous savions que rien ne serait plus jamais comme avant. La libération n'était qu'un mot, une illusion. Pour beaucoup d'entre nous, la vraie bataille ne faisait que commencer, celle de réapprendre à vivre.